Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test d'un nouveau SUV électrique, le Airways U5. Les amis, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous présenter un tout nouveau véhicule qui est vraiment particulier car c'est le premier modèle distribué en France par cette marque, Airways. C'est une toute nouvelle marque qui vient de Chine, comme la plupart des nouvelles marques d'automobiles. Donc c'est un SUV électrique. Cette voiture m'a été prêtée par la concession Airways de Paris. Et donc forcément, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un véhicule strictement d'origine. Il n'a subi aucune modification. Et il est dans la finition la plus haute distribuée actuellement. Elle est appelée Premium, si je me souviens bien. Sachez que la seule option qu'il peut y avoir, en plus du pack Premium, c'est la couleur Biton. Là, la voiture, elle est blanche, presque nacrée. C'est un très joli blanc. Et vous avez toute la partie supérieure qui est noir piano. Ce noir piano est une option. Donc tout d'abord, au niveau technique, je rappelle qu'on est sur un gros bébé. Donc celui-ci fait 4,70 m de long, 1 tonne 700. Et on a sur ce véhicule plus de 350 kg de batterie, ce qui nous donne environ une capacité de 60 kWh, si je me souviens bien. Et la consommation de ce véhicule est annoncée en moyenne à 16-17 kWh pour 100 km. Vous pouvez espérer 400 km d'autonomie. Donc on a un moteur électrique bien sûr, qui est attaché aux roues avant, c'est une traction. Et ce moteur délivre 204 chevaux. Au niveau de l'esthétique globale, je trouve ça vraiment, une fois de plus, très consensuel, très identique à ce que propose la concurrence. Vous voyez que c'est un gros SUV, tout ce qu'il y a de plus banal, très haut, très large. Vous avez des jantes énormes en 19 pouces, des gros freins, bien que ce soit un véhicule électrique, ils n'ont pas lésiné sur le freinage. La particularité par contre que j'aime beaucoup, ce sont les poignées qui rentrent complètement dans la carrosserie. Donc je commence tout de suite par peut-être ce qui est le plus compliqué avec un véhicule de ce gabarit, la ville. On est vraiment sur quelque chose d'assez large, long, lourd, mais heureusement, la direction est extrêmement simple. Vous pouvez configurer d'ailleurs dans les menus la difficulté, enfin le retour de force qu'il peut y avoir dans le volant. Et l'autre fonction que j'adore avec un véhicule de ce gabarit, c'est les caméras à 360 degrés. On a caméra à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Tout ça est renvoyé sur le tableau de bord avec une vue par le dessus. Et c'est vraiment hyper efficace. Lorsque vous voulez manœuvrer, vous savez au millimètre près si ça va toucher ou pas. Vous avez bien sûr des radars de recul à l'avant, à l'arrière. Donc au final, déplacer ce véhicule, même dans les endroits les plus serrés, c'est rassurant. Ça m'a surpris, mais maintenant que j'ai goûté à cette vision à 360 degrés, j'imagine pas contrôler un véhicule aussi gros sans avoir cette fonction. C'est vraiment génial et ça fonctionne parfaitement bien. Ce modèle se veut quand même un peu haut de gamme, donc on retrouve tout l'éclairage avant qui est à LED. Et d'ailleurs, vous avez même le logo de la marque qui est directement intégré à l'intérieur, comme les marques premium le font actuellement, par exemple chez Audi ou Mercedes. Ce qui peut surprendre par contre sur un véhicule qui se veut premium et un peu haut de gamme, c'est que l'on n'a pas de feu de brouillard avant. On soupçonne ici l'emplacement qui devrait leur être réservé, mais au final, il n'y en a pas et c'est pas disponible, même en option. Là, je suis avec le véhicule avec la finition la plus élevée et vous voyez qu'il n'y a pas de feu de brouillard à l'avant. Dans le pare-choc avant, on a ici dissimulé derrière ce cache une prise qui permet bien sûr de recharger le véhicule. Il faut savoir que Airways annonce une recharge possible en 35 minutes si vous tombez sur les bornes les plus rapides. À l'arrière, on retrouve de nouveau un éclairage full LED. De nouveau, quand on regarde dans le détail les feux, on retrouve le logo Airways directement intégré à l'intérieur. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est un véhicule qui se veut haut de gamme. Et vous avez un équipement qui est quand même assez balèze. C'est là-dessus que les Chinois sont très très forts. Ils arrivent en fait à mettre des équipements qui sont d'habitude distribués que dans des véhicules extrêmement chers, dans des véhicules beaucoup moins onéreux. Là par exemple, vous avez une caméra qui me filme en permanence afin de voir mes réactions.
savoir si je suis pas en train de m'endormir, si je me mets pas à manger, à boire, à fumer, et m'inviter soit à m'arrêter, à me reposer. Il y a aussi des caméras qui lisent les panneaux et qui vous rappellent à l'ordre si jamais vous dépassez les limites. Vous avez des capteurs qui lisent les lignes pour vous remettre dans la voie et même avoir une conduite, on va dire, semi-autonome dans certaines situations. On peut aussi, avec le régulateur adaptatif, maintenir un écart avec le véhicule qui vous précède. Tout ça fonctionne parfaitement bien quand vous êtes sur des grands axes avec plusieurs voies, type voie rapide ou autoroute. Dès que vous êtes à la campagne, c'est beaucoup moins performant et dans certaines situations, ça devient même désagréable. Vu qu'il s'agit d'un véhicule électrique, eh bien, lorsqu'on ouvre la partie avant, le capot, eh bien, on est surpris de découvrir un emplacement de rangement mais qui est extrêmement faible. La plupart du temps sur les véhicules électriques, on est habitué soit à avoir un deuxième coffre vraiment logeable, soit à avoir directement le moteur électrique comme sur une voiture classique, je dirais. Là, c'est un mix entre les deux. On n'a pas accès à toutes les parties techniques, vous pouvez juste remplir le lave-glace qui est juste ici. Donc forcément, avec un SUV de 4,70 m de long, on peut espérer avoir un coffre gigantesque. Et ici, c'est le cas. Vous avez déjà de base un coffre qui est très grand. Vous pouvez rabattre les sièges arrière, et ça se fait de manière assez simple, ce qui là vous donne un espace gigantesque. Pour être plus discret, lorsque vous avez des choses à l'intérieur du véhicule, vous avez un rideau qui permet d'occulter la vision vers l'intérieur de votre coffre. Et bien sûr, si nécessaire, afin qu'il ne vous gêne pas, vous pouvez bien sûr le démonter et le retirer. Le seul petit bémol que je pourrais dire sur ce coffre, c'est vous avez un emplacement en dessous du plancher, juste ici, où ils ont rangé tous les câbles de recharge. Je trouve ça pas super cet emplacement parce qu'en fait dès que vous avez quelque chose sur le plancher, vous ne pouvez plus réellement accéder aux câbles. Ils auraient mieux fait de mettre tout ça ailleurs. Donc les amis, on va utiliser cet emplacement afin de tester l'accélération du véhicule. Véhicule moderne et électrique, donc forcément il y a plusieurs modes, on va dire, de performance. On a aussi différents modes pour la récupération d'énergie au freinage. Il y a toutes les aides électroniques possibles. C'est un véhicule sûr et pas sport, donc les aides électroniques, vous ne pouvez pas les déconnecter. Je vais faire une première fois l'accélération, le 0 à 100, en mode économique, et ensuite je le ferai en mode mouvement, qui est un équivalent au mode sport. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça mouvement. Et on verra s'il y a une réelle différence à l'accélération. Je ne pense pas, parce que de ce que j'ai pu voir en roulant normalement, ça ne changeait que la réponse à l'accélérateur. Ça n'avait pas l'air de changer réellement les performances. Donc on est parti pour un premier test en mode éco. Allez, c'est parti, pied au plancher. Donc vous voyez déjà qu'il y avait un temps d'attente avant que ça se déclenche. Et ensuite, ça part vraiment. On accélère très bien. Et là, je suis à 100. Maintenant, je freine. Les freins fonctionnent vraiment super bien. Là, je freine même pas très fort. Donc la récupération d'énergie plus le frein qui est vraiment énorme, ça freine très très bien. Il n'y a rien à dire. Je vais maintenant m'arrêter ici afin de voir si avec un véhicule de ce gabarit, on peut faire demi-tour en une seule fois ou si on est obligé de faire une manœuvre. Donc je signale bien sûr mon intention de tourner. Je braque à fond. Comme je vous disais, la direction assistée est hyper assistée, donc il n'y a pas de difficulté. Et je ne pense pas réussir à passer. D'ailleurs, là, j'ai un doute. Je peux rapidement redemander la vision à 360 degrés. Et je vois bien sur l'écran que si je continue, je finis dans l'herbe. Donc, je fais une petite marche arrière. La marche arrière est bien sûr instantanément couplée à la caméra de recul. Donc on est reparti pour l'accélération, mode mouvement, pied au plancher. Là il y a beaucoup moins de temps d'attente, ça part tout de suite. J'ai même le traction control qui s'affiche et j'arrive à 100. De nouveau, frein. Ce véhicule est équipé d'une aide au freinage d'urgence. J'avais jamais expérimenté ça avant. Mais c'est surprenant parce qu'en fait là, je freinais fort, mais pas si fort que ça. Et en fait, arrivé à un certain seuil, j'ai senti la pédale continuer de s'enfoncer toute seule jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et en même temps, bien sûr, il y a l'ABS qui est rentré en fonction, donc ça tremblait un peu. Mais on sent qu'une fois de plus, sur les véhicules modernes, c'est extrêmement assisté.
Au niveau du freinage, vous avez aucune crainte à avoir, hein. Dans les situations où vous aurez besoin de vous arrêter, vous pilez, ça s'arrête tout seul sans forcer. Dans ce véhicule, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une sellerie en simili-cuir blanc. Il faut savoir que la couleur, on peut la choisir, c'est soit blanc, soit noir. Et je suis très surpris par la qualité de ces sièges, franchement, c'est très très bon. Vous avez aussi des pièces qui sont en cuir un peu marron. Franchement, l'ambiance à bord est très très bonne et au niveau des rangements en tant que passager, on est plutôt bien. Vous avez un petit filet devant vous juste ici, un rangement au milieu. Dans ce rangement d'ailleurs, vous avez aussi une prise USB afin de recharger vos dispositifs si nécessaire. Vous avez l'accès à la ventilation si vous voulez ou pas de la clim. Vous avez les haut-parleurs, vous avez des rangements dans les portes. D'ailleurs, ces rangements sont très jolis et vous avez de la moquette à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus vraiment et que je trouve vraiment sympa. Et les finitions à l'intérieur, au-delà de la sellerie, sont vraiment bonnes. On a des plastiques noirs laqués, on a de l'aluminium, on a des plastiques imitation alu, mais qui sont vraiment très très bons. Et la poignée de porte est, elle, carrément en aluminium. Globalement, il n'y a rien à dire. De plus, la visibilité est très bonne de l'arrière parce qu'on a ce toit vitré panoramique qui donne énormément de lumière. On a aussi vitre électrique à l'arrière. Vous avez des petites custodes à l'arrière qui vous redonnent un petit peu de visibilité, même s'il est vrai sur cette finition, les vitres arrière sont très teintées. Mais globalement, à l'arrière, il n'y a rien à dire. On est très très bien. À l'avant, on retrouve bien sûr le même niveau de finition. On a toujours ces sièges en cuir blanc. On a du cuir blanc qui reva aussi sur toute la console centrale. Vous en avez encore sur les intérieurs de porte. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, des parties qui sont en cuir marron. Par exemple, ici, c'est du cuir. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire que les parties en plastique sont exactement de la même couleur et ont une texture similaire au cuir. Donc on ne voit quasiment pas de différence entre le cuir et les pièces en plastique. Ça, c'est vraiment très très bon. Sur la console centrale, il y a beaucoup de plastique noir laqué. C'est joli, mais le problème c'est que c'est extrêmement salissant. Vous y touchez, tout de suite vos traces de doigts sont dessus, vous êtes obligé de les nettoyer en permanence. Ça prend la poussière tout de suite et j'ai peur aussi qu'au fil du temps ça prenne aussi facilement les rayures. Dernier point de finition que j'aime beaucoup sur cet intérieur, il s'agit du rétro central qui est sans bordure. C'est vraiment joli et ça donne un côté haut de gamme qui est rarement présent dans les autres véhicules. Au niveau des rangements, à l'avant, on retrouve bien sûr les rangements dans les portes, toujours doublés en moquette. Vous avez la coudoir centrale qui s'ouvre pour donner un rangement plutôt pas mal. Par contre, ce qui est bizarre sur ce véhicule, vous n'avez pas de boîte à gants. À l'emplacement où il devrait y avoir la boîte à gants, vous avez juste 2 crochets. Et en fait, on m'a expliqué que des accessoires vont être bientôt disponibles pour ce véhicule et pour l'instant, il n'y a rien accroché, c'est un peu dommage. Le dernier rangement dont j'avais oublié de vous parler est tout au bout de la console centrale. En fait, quand on regarde, on voit juste les boutons qui concernent tout ce qui est ventilation. D'ailleurs, ce sont des boutons qui n'en sont pas vraiment, c'est tactile, mais c'est pas physique. Vous êtes obligé de regarder où se trouvent les infos, ça c'est un peu dommage. Mais si vous cliquez, eh bien ça ouvre un rangement où vous avez une prise 12 volts, vous avez aussi une prise USB et en fait vous pouvez mettre directement votre téléphone à l'intérieur, ça fait office de recharge par induction. Ensuite, bien sûr, il va falloir passer à toute la partie informatique. Ce véhicule se veut moderne, un peu imitation de ce que propose Tesla. Énormément de fonctions ont été centralisées sur l'écran central. Il y a tout de même encore quelques boutons qui permettent d'avoir des fonctions rapidement sans passer par l'écran. Vous avez des boutons par exemple au plafond, un pour les feux de détresse, l'autre pour le bouton SOS qui permet d'appeler les secours. Et vous avez un dernier bouton au plafond avec le logo Airways qui permet de tout simplement contacter le service de la marque quand vous avez par exemple besoin de trouver au plus proche une borne de recharge compatible. Sur cette machine, comme je l'ai déjà dit, ils ont voulu tout centraliser sur l'écran. Et le problème, c'est que, comme chez Tesla, il y a certains boutons qui, moi, me manquent. Pour les vitres latérales, vous avez encore des boutons qui y sont dédiés. Mais par exemple, pour le toit ouvrant, vous n'avez pas de bouton. C'est forcément dans l'écran. Donc, vous êtes obligé de naviguer et de jeter un regard à l'écran. Ce qui n'est pas forcément le top au niveau sécurité, une fois de plus.
Le compteur sur cette voiture se veut futuriste. C'est en fait un écran divisé en 3 parties. La partie centrale vous indique bien sûr votre vitesse, vous avez l'état, on va dire, d'utilisation du moteur, si vous êtes en train de dépenser de l'énergie ou à l'inverse, est-ce que vous êtes en train de regagner de l'énergie dans les phases de ralentissement. Vous avez la charge qui reste dans votre batterie en pourcentage, ainsi que le nombre de kilomètres théoriques que vous pouvez encore parcourir. Le seul souci dans tout ça, c'est que la plupart des informations sont inscrites réellement très petit. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Vous avez aussi la possibilité, avec un bouton sur le volant, de choisir parmi différents modes d'affichage. Mais personnellement, il n'y en a pas un que je préférerais. Je les trouve tous aussi mal faits. On retrouve toutes les mêmes infos d'un mode à l'autre. Ils sont juste pas disposés de la même façon. Mais à chaque fois, il y a ce problème. C'est écrit très petit. Et je ne comprends pas ce choix. Un truc qui est difficilement compréhensible, il faut l'avouer. Bien que ce soit un véhicule très moderne, vous n'avez pas de GPS d'intégrer directement dans le véhicule. Les constructeurs en fait sont partis du constat que, à l'heure actuelle, la plupart des gens utilisent un smartphone avec une application comme GPS. Et donc ils trouvaient ça redondant de mettre une application dédiée et toute l'électronique nécessaire à ça dans le véhicule directement. Ils ont préféré faire qu'on puisse connecter notre smartphone et renvoyer l'info GPS directement sur l'écran. Donc c'est compatible officiellement avec Apple CarPlay. Moi malheureusement j'ai un smartphone Android et il n'y a pas le Android Auto. Vous avez un palliatif qui s'appelle Easy Connection qui permet, lorsque vous avez l'application sur votre téléphone, de simuler, on va dire, un Android Auto. Malheureusement, on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités d'Android Auto. Vous pouvez néanmoins transférer votre GPS, transférer votre musique, mais c'est pas un véritable Android Auto et c'est un peu dommage. Alors, j'arrive dans une succession de virages, je suis en mode sport, j'accélère un peu et tout de suite, vous imaginez pas la patate du véhicule, 1,7 tonne, 200 chevaux. On a l'impression d'être sur un véhicule thermique qui aurait 300 chevaux. C'est vraiment surprenant et en plus ça tient très bien la route. Alors vous n'avez pas des sensations sport en roulant, il y a un peu de flou dans la direction, par contre ça tient vraiment super bien la route. Il n'y a pas tant de roulis que ça pour un véhicule aussi haut et aussi lourd. Je suis vraiment surpris, ça marche très bien. Là de nouveau j'accélère à fond. On a un très léger patinage et tout de suite on se retrouve à des vitesses inavouables. Ça accélère très fort et ça dans le plus grand calme. C'est vraiment une expérience à vivre l'électrique pour tous ceux, et je sais que vous êtes très nombreux à ne jamais avoir essayé ni en tant que conducteur ni en tant que passager un véhicule électrique. Si un jour vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Vous allez réellement être surpris. L'agrément de conduite est réellement bien meilleur que sur un véhicule thermique. Nous allons maintenant faire un petit passage sur l'autoroute, ce qui n'est clairement pas le lieu de prédilection des véhicules électriques. Donc il y a beaucoup de trafic, on va laisser passer ce poids lourd et ensuite on va s'insérer. Bien, donc aucun problème pour s'insérer, le véhicule a largement de quoi le faire. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'au niveau sécurité, vous avez un détecteur d'angle mort de chaque côté. Quand il y a quelque chose dans votre angle mort, ça s'allume en orange. Ça, c'est vraiment super pour la sécurité. Allez, je fais un dépassement, j'accélère un peu fort. Et là, l'accélération est très bonne, mais elle n'est pas aussi impressionnante que lorsqu'on accélère à fond à basse vitesse. Mais il faut garder en tête que l'utilisation d'un véhicule électrique sur l'autoroute, c'est ce qui consomme le plus de batterie. Car contrairement à un véhicule thermique, où une fois qu'on est stabilisé, on consomme pas trop, sur un véhicule électrique, notre vitesse est proportionnelle à la consommation. Donc si vous êtes à 130, forcément vous consommerez bien plus que si vous êtes stabilisé à 110 ou à 90. La norme WLTP indique 400 km d'autonomie avec ce véhicule. Mais il faut savoir que si vous faites exclusivement de l'autoroute, ça peut tomber à 250 km. Et maintenant parlons du dernier point, le tarif.
C'est un véhicule chinois, je vous l'ai dit, très concurrentiel dans ce segment des SUV un peu larges électriques. Et il est vendu dans cette finition premium qui est la plus haute, 43 000 €. Et je ne compte pas les aides, parce que si actuellement les aides, les tarifs sont en train de changer, donc je préfère pas en parler. Mais le tarif officiel catalogue, c'est 43 000 €. Ce qui la place facilement 10 à 15 000 € de moins que toutes ses concurrentes directes. Actuellement, ce véhicule est garanti 5 ans. La garantie pour la batterie, elle, est de 8 ans. Et c'est globalement un véhicule qui ne vous coûtera rien en entretien, vu que sur les électriques, vous avez juste un entretien, on va dire visuel, une fois de temps en temps, pour vérifier que tout va bien. Il n'y a quasiment rien à faire sur un électrique en fait. Et on arrive aussi sur un des autres paramètres. Vu que c'est une toute nouvelle marque qui vient de s'implanter en France, forcément il y a très peu de points de vente et aussi très peu de garages. Donc cette marque s'est mise en partenariat avec Feu Vert. Donc peu importe où vous avez ce véhicule, vous trouverez forcément une enseigne qui sera capable de faire la maintenance. Et également, si vous êtes intéressé mais que vous n'êtes pas proche d'une concession, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous sur le site du constructeur afin qu'on vous en apporte une chez vous et qu'on vous la fasse tester. C'est d'ailleurs ce qui m'a été proposé. On m'a livré le véhicule chez moi et j'ai pu le tester pour vous faire cette vidéo. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Airways U5 finition premium. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce véhicule, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, ce sera super intéressant vu que la marque vient juste d'arriver en France. Je tiens encore à remercier la concession Airways d'être venue ici pour me ramener ce véhicule afin que j'en fasse une vidéo. C'était très sympa de leur part. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si vous aimez ce type de test, vu que j'en réalise très régulièrement. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans un prochain test. Allez, bye à tous! Bien sûr, le véhicule est équipé de climatisation, de chauffage. Et vu que les batteries maintenant sont quand même assez balèzes sur ce type de véhicule, eh bien ça ne grève que très peu sur l'autonomie de la batterie.